qui est les Jonathan Batengene, heureusement qu'il y a des Françaises comme celle qui est en face de moi avec les couleurs du Kremlin. Donc je suis tout à fait rassuré. Merci à vous, monsieur Parfait-Nom. Eh bien, je vais poursuivre peut-être pour sortir aussi de cette thématique avec vous avant de revenir ici sur le plateau. Monsieur Moizoulou, puisqu'on est en train justement de sortir, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, vous êtes en tant qu'activiste panafricaniste, à ces Africains qui vous regardent aujourd'hui, à ces jeunes, cette jeunesse-là, au regard de la situation malienne, qui ne concerne pas seulement, bien sûr, comme on l'a dit sur ce plateau, le peuple malien, monsieur Parfait-Nom l'a relevé, il va bien sûr du destin même de tout le continent africain. Certainement, tout à fait. C'est dans cet état d'esprit-là que je disais, je répétais la sagesse ô combien immense de Frantz Fanon qui nous disait d'avoir dans une relative opacité, notre jeunesse ou notre génération doit justement découvrir quelle est sa mission. Et comme je le disais, nous l'avons découvert cette mission. C'est une affaire de la reconquête de la souveraineté du peuple noir de l'Afrique. Parce que nos aînés ont combattu, ils ont donné un coup d'arrêt au processus du colonialisme qui jadis a vu la plupart des pays africains accéder à leur souveraineté internationale et nationale. Cette souveraineté, rappelez-vous, et cette indépendance, Patrice Lumumba disait qu'elle a été bafouée. C'est aussi un professeur qui nous a laissé un devoir. Ce devoir, c'est de reconstruire cette indépendance et cette souveraineté qui nous a été violée, volée et bafouée. C'est dans cette logique-là que je m'inscris aux côtés de toute cette jeunesse panafricaine à qui je demande que nous devons prendre de l'avance. Nous devons prendre de l'avance face à l'ennemi. À ceux qui doutaient encore que la France a une détermination intérieure de continuer à faire la guerre à l'Afrique. Rappelez-vous, lorsque Emmanuel Macron fut couronné chef d'État de la République française, il a allié deux grands hommes d'État, si j'ose dire ainsi, de la France, notamment Henri IV, le roi, et Napoléon, en marchant au Louvre. C'était une volonté qu'il disait de refaire ce que ces hommes-là ont fait. Parce que quand nos pères, nos ancêtres ont combattu pour briser les chaînes de l'esclavage, Napoléon Bonaparte a voulu rétablir l'esclavage. Emmanuel Macron, lorsque l'Afrique a senti que la jeunesse africaine était dans un élan véritable de la reconquête de sa souveraineté, Emmanuel Macron a décidé de remettre l'Afrique là où elle était même avant la lutte des indépendances. Et comme le disait Parfait tout à l'heure, le camarade, il est allé au niveau de l'Union européenne pour demander justement le soutien militaire. Parce que la France veut faire la guerre. Lorsqu'on décide de la fermeture de frontières d'un État, en réalité, lorsqu'on parle d'embargo, c'est qu'on veut faire les affaires politiques, économiques, financières, monétaires sans l'État, sans l'appareil de l'État. C'est ça que ça signifie. Parce que lorsque les sanctions sont tombées en Iran ou en Irak, ils ont continué à faire des affaires, à gagner des millions et des milliards, à créer un chaos justement, mais sans l'État, comme ils l'ont fait en Libye. C'est-à-dire, nous isolons ceux qui portent la voix et ceux qui ont la légitimité de défendre et de conduire ces pays, mais nous continuons à faire des affaires. Et on voit la suite logique. Guillaume Soro, en son temps, allait voir justement Bongo et le général d'armée Denis Sassou Nguesso à l'époque pour faire comprendre sa thèse et avoir un soutien de ceux-là dans ce qu'en était la feuille de route tracée par la France pour chasser Gbagbo Laurent. Lorsqu'il y a eu l'affaire qui aujourd'hui a valu à Gbagbo Laurent une condamnation politique farfelue de 20 ans d'emprisonnement pour le braquage de la BCEAO, c'est la même stratégie justement qu'on amène le Mali en gênant les avoirs du Mali. Donc, comme le disaient mes frères là tout à l'heure sur le plateau, il faut prendre de l'avance. Et l'avance, nous l'avons tracée justement, nous, quand nous sommes allés à Bamako en 2018, lorsque nous avons lancé le manifeste EDEA Kankou, justement pour résumer la lutte panafricaine. Elle est efficace. Il y a tant de sujets, autour de 13 à 14 points essentiels. Et parmi ces points, il y a notamment la fermeture des bases militaires françaises sur toute l'étendue du territoire national, du territoire africain. Et en ce qui concerne le Mali, sur l'ensemble du Mali, il faut prendre de l'avance et fermer ces bases militaires. Nous n'avons plus à attendre. Si, au nom de certains impératifs, les gouvernements jouent encore à la diplomatie,
qui d'ailleurs dénonçait Parfait, qui va justement créer des usures et ternir l'image de ces gouvernements. Nous, la jeunesse africaine, nous devons porter ces voix pour pousser et bousculer dans les rues de l'Afrique. Il y a la question du franc CFA, comme nous avons dit dans ces manifestes-là, la sortie de la zone franc. Ce n'est même pas une question d'où on doit encore tergiverser. Le Mali en est le fer de lance avec le président Modibo Keïta. Il faut se réveiller un matin et décider. C'est une décision politique. C'est une décision simplement politique. Parce que lorsque la dévaluation du franc CFA a eu lieu, le président, je cite, Abdou Diouf, disait qu'il faut des exigences ou des impératifs, si j'ose dire ainsi, économiques, financières et monétaires pour dévaluer une monnaie. Ce qui n'en a pas été le cas en 90 et en 94. François Mitterrand décide comme ça une décision politique où il décide la dévaluation monétaire du franc CFA. Donc c'est une décision politique qui nous sortira de là. Et je crois fermement, je demeure convaincu qu'Assimi Goïta est conscient de cela et il en a le moyen pour nous amener à franchir cette étape, comme l'ont fait ses prédécesseurs et ses dévanciers, Modibo Keïta et le président Sylvanus Olympio. Donc, il faut prendre de l'avance. Il y a la question aussi, j'allais dire, la question de la coopération entre, justement, les collectivités locales au Mali et certaines villes de l'Union européenne, d'où on parle souvent de jumelage. Il faut empêcher à l'Europe de déverser ces projets, justement, construction de forages, construction, je ne sais pas, des projets d'éducation des femmes, et tout ça dans des villages et dans des collectivités locales. Il faut les empêcher. Il faut briser cela. Il faut briser cela afin que le gouvernement malien fasse émerger ce qu'on appelle l'initiative locale. Permettre à l'initiative locale que cela vienne du privé, que cela vienne des agences gouvernementales, mais que ces initiatives-là prennent les dessus sur le projet européen. Parce que c'est dans cela que nous allons étouffer justement et fermer tous ces robinets ou tous ces passerelles qui permettront à la France de mener à bien sa guerre et son combat, ses opérations militaires. Et enfin, il y a la question financière. La diaspora malienne est connue aujourd'hui à travers, ici en Occident, tout le monde le sait. Parmi ces diasporas qui sont à la pointe ou en première place du soutien financier envers leurs États, figure aussi la diaspora malienne. Il faut que le gouvernement malien crée cette synergie. J'ai vu 2 ou 3 fois sur la place parisienne de banques où la diaspora malienne vient déposer justement des transferts d'argent. Donc il faut faire de ça, pourquoi pas, le ministère de la Finance et de la Trésorerie, qu'il puisse ouvrir justement cet aspect des choses, afin que l'on crée un couloir pour soutenir financièrement le gouvernement malien dans ses efforts. Et je finirai par dire à la jeunesse africaine de faire pression. Nous sommes là, à tout le monde de nous soutenir dans ce sens. Et je compte vivement sur Afrique Média pour que la voix, comme le disaient les camarades parfaits, l'écho soit multiplié de nos voix. Afin que nous puissions faire pression pour que les parlements africains puissent voter un moratoire sur l'extraction minière. En ce qui concerne le Mali, cela ne peut que prendre un aspect, l'extraction minière avec les partenaires occidentaux. Un moratoire voté au sein du Parlement malien pour interdire, dans un temps bien défini, l'extraction minière au Mali. Comme ça, nous verrons qui donnera le vrai embargo et comment les choses vont évoluer. Ça nous permettra soit de changer de partenaires, soit de réfléchir sur d'autres modes justement d'économie qui peuvent être pérennes et durables et permettre à notre mère patrie, l'Afrique, de donner un autre visage que ce visage-là de l'économie guerrière, comme le disait l'ancien Premier ministre José María Aznar de l'Espagne, qu'il faut faire la guerre en Afrique pour renfouler les caisses européennes. Merci à vous. Au sein du Parlement belge, un projet de résolution portant sur la reconnaissance des atrocités et crimes commis au Congo. Aujourd'hui, République démocratique du Congo. Après plusieurs modifications du texte initial, les élus belges décident que le processus devrait plutôt déboucher vers une commission vérité et réconciliation à la sud-africaine.
Véritable paradoxe, quand on sait que le principal responsable de ces crimes, Léopold II, roi des Belges, avait justifié son œuvre colonisatrice sous le fallacieux prétexte de la civilisation. Comment comprendre que le Parlement belge favorise une commission vérité et réconciliation en lieu et place d'un tribunal spécialisé pour juger les crimes et atrocités de ce pays au Congo? Nous imaginons bien l'hilarité de quelques esprits brillants qui se demandent logiquement: devrait-on s'attendre à mieux que ça de ceux qui sont sur le banc des accusés? Les nazis auraient-ils jugé des nazis pour les crimes de la Shoah? C'est bien là tout le paradoxe d'une démarche privilégiée par une certaine société civile et des intellectuels prétendant défendre les intérêts du Congo. Pourtant, afin de comprendre la dimension du mise en cause, Léopold II, représentant de la monarchie et du royaume de Belgique, il faut écouter ces quelques lignes de Pierre-Luc Placement dans son livre publié aux éditions Racine en 2017 intitulé « Léopold II, potentat congolais ». Je cite: Léopold II fut accusé de s'enrichir du sang des Congolais et était devenu l'égal d'Abdul Hamid II, le sultan rouge, associé au massacre des Arméniens. Aujourd'hui, certains placent le monarque parmi les plus grands criminels de l'histoire, au même rang qu'Hitler ou Staline. Ce n'est somme toute que le retour du balancier après les décennies d'amnésie collective et de glorification de Léopold II en Belgique. Fin de citation. L'auteur de ces propos est un Belge, pas un consultant d'Afrique Média, soyez rassurés. Nous ne serons donc pas accusés d'avoir ici arbitrairement le grand-père de l'actuel roi des Belges au même rang que des tyrans de rang exceptionnel comme Hitler. C'est Pierre-Luc Placement qui nous sert cet éloquent comparatif. Il tire certainement cette idée de la lecture de l'œuvre de Rothschild, traitant des crimes belges au Congo avec ce titre fort évocateur, un holocauste oublié. Ce qui apparaît aux yeux de tous les historiens comme le génocide congolais par les Belges n'est rien moins qu'une entreprise d'extinction d'une civilisation africaine multicentenaire par un roi obsédé de rattraper très rapidement ses voisins européens sur le plan économique. Cette obsession va se transformer en mécanique autoritaire et totalitaire, d'où vont émerger toutes sortes d'atrocités sur le peuple congolais. Bras coupés, pieds tranchés, pendaisons, fouets, le peuple congolais subira des supplices les plus effroyables de l'histoire coloniale sur le continent. Et pourtant, le Congo n'est constitué en colonie belge que très tardivement au XXe siècle, précisément en 1908. Même s'il ne l'a jamais visité, Léopold II, pour assurer le rayonnement économique de la Belgique, n'hésite pas à raser des villages entiers, à ordonner des massacres de masse pour rendre dociles les peuples locaux. Un journal de l'époque, l'Éclaireur de l'Ain, écrit, je cite, « Un employé du Congo belge, M. Parminter, raconte avoir vu apporter aux Européens par les indigènes auxiliaires des chapelets d'oreilles humaines. Et une autre fois, un sergent qui montra un sac rempli de mains coupées sur ordre d'un officier blanc dans un village qui n'avait pas fourni assez de caoutchouc. » L'image de ces exactions est trop abominable et pourtant c'est là tout le contenu de l'œuvre civilisatrice léopoldienne au Congo. Image d'autant plus grotesque que, en 1987, le journal La Lanterne s'émeut en ces termes. Lorsque le gouvernement demanda au Parlement belge d'autoriser le roi à devenir en même temps souverain du Congo, il allégua l'œuvre civilisatrice à laquelle la Belgique devait tenir à honneur de prêter concours. Ce que sont devenues ces belles promesses. Il n'y a qu'un mot pour l'exprimer, la faillite. L'État du Congo, fondé pour réprimer l'esclavage, organise lui-même le recrutement des esclaves et ses agents sont 100 fois plus barbares que les traitants arabes. Et c'est pour cette belle œuvre d'extermination et de spoliation des indigènes que nous donnons nos millions et nos officiers. Fin de citation. Toutes ces affres feront que la presse belge donnera au roi le surnom de caoutchouc premier ou roi des mains coupées. Et pourtant, la Belgique est restée une monarchie parlementaire jusqu'à ce jour.
peu avant sa mort. Pour effacer toute trace officielle des massacres dont il fut l'auteur, Léopold II a brûlé lui-même ses archives. Ceci a compliqué la tâche aux historiens dans la mesure où après la déclassification de certains documents restés sous secret défense jusqu'en 1980, il fallait se contenter de quelques notes peu fiables d'officiers ou d'administrateurs ayant servi à cette époque au Congo ou à la cour royale. Pis encore, le nouveau roi des Belges, au terme d'une procédure parlementaire, ayant voulu remettre au devant la scène la question des crimes et atrocités de son grand-père au Congo, a rédigé une lettre de regret qu'il a adressée au président congolais. Vous avez bien suivi, lettre de regret. Comme quoi, ce génocide ayant déconstruit culturellement et humainement le grand royaume du Congo n'était qu'une vulgaire erreur regrettable. Quelle ironie! Il est vrai qu'aujourd'hui, la Belgique a perdu la grande influence qu'elle avait au Congo. Cependant, son œuvre a préparé le démembrement géopolitique de ce pays. L'arrivée de nouveaux acteurs concurrents comme les États-Unis, la France ou encore l'Italie, ainsi que l'entrée en jeu des relais locaux de l'OTAN comme le Rwanda et l'Ouganda, ont contribué à la lente décomposition du Congo qui n'est aujourd'hui qu'un vaste champ d'expérimentation du pillage économique international rationalisé et de la dépersonnalisation culturelle. Avec l'assassinat lâche de Patrice Emery Lumumba par la CIA le 17 janvier 1961, ainsi que ses fidèles compagnons et suiveurs, le Congo, la République démocratique du Congo aujourd'hui, est une sorte de terre orpheline du panafricanisme nécessaire pour demander justice et réparation pour les différents crimes coloniaux et néocoloniaux. 3 jours aujourd'hui après la commémoration de la vie exceptionnelle de Lumumba, nous sommes donc en droit de nous demander, le peuple congolais est-il prêt à porter ces défis historiques afin que les différents criminels opérant ou ayant opéré sur son territoire soient traduits devant un tribunal impartial et transparent? La paix peut-elle émerger sans obligation de justice contre la criminalité internationale en République démocratique du Congo? Voilà, c'est sur cette interrogation, Jonathan Batenguene, que... Avant la traite négrière, comment est-ce? On a cette idée inconsciente, cette croyance erronée que l'Afrique n'était en fait qu'un vaste terrain vague où des hommes noirs se baladaient pieds nus en slip de feuilles. Are you a finance professional or an accountant? On va s'intéresser à l'état de l'Afrique avant la traite négrière. Comment était l'Afrique? On a cette idée inconsciente, cette croyance erronée que l'Afrique n'était en fait qu'un vaste terrain vague où des hommes noirs se baladaient pieds nus en slip de feuilles, faisaient de la flûte et du tambour et n'étaient capables de rien. Et que les Européens seraient arrivés sur leurs grands chevaux, sur leurs grands navires avec des armes et seraient venus en roi et ont conquéri. Or, il ne faut pas rabaisser l'Afrique dans l'état qu'elle était avant l'arrivée des Européens. Aujourd'hui, ouvrez grand vos oreilles. Parce que tout ce que vous avez cru jusqu'alors, eh bien, c'est erroné. Et je vous invite d'ailleurs à lire des livres là-dessus. Donc, c'est l'occasion aussi de faire taire tous ceux qui disent que sans l'esclavage, sans la découverte par les Européens, l'Afrique ne serait rien. Mais qu'était l'Afrique avant vous? Écoutez donc. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'Afrique, ce n'était pas des êtres sauvages et primitifs. Déjà, il faut remarquer qu'il y a vraiment une diversité sur le continent africain. Ce n'est pas homogène. On a différents peuples qui vivent différemment, avec différentes coutumes, différentes structures sociales. L'Afrique n'est pas un continent isolé parce qu'on a déjà la côte orientale, donc tout ce qui est près de l'océan Indien, qui va faire des échanges de plus en plus fréquents avec le monde asiatique. Les navires et les marchands arabes servent de courtiers entre le monde africain et le reste du monde. Les Arabes vont apporter leur culture, leurs produits, il va y avoir vraiment une mixité, un échange culturel entre Afrique noire et arabe qui va permettre notamment l'évolution et aussi le partage de nombreux savoirs qui vont donner lieu à de grands progrès. De la fin du Xe siècle à la fin du XVIe siècle, on assiste à un véritable essor de l'Afrique noire. Je vous donne quelques exemples. Je m'excuse d'avance au niveau des prononciations, comme je travaille beaucoup avec des livres, peut-être que je n'ai pas les bonnes prononciations. Au XIIe siècle, vous avez l'Empire du Mali fondé par Sanjata. Connu et reconnu pour sa sagesse, son histoire sera racontée par tradition, de génération en génération. On raconte ses épopées,
En effet, conquérant, vrai organisateur politique et militaire, il participe aussi au développement du commerce et aux exploitations de culture sur son territoire. Il fonde cet empire où coexistera islam et animisme. Au XIVe siècle, vous avez le célèbre empereur Mansa Moussa. Mansa signifie roi des rois, donc Mansa Moussa était le plus riche de l'histoire. À l'époque où le Mali était florissant, en pleine abondance. On l'appelait le seigneur des mines parce que le Mali possédait les plus grands gisements d'or. En 1324, il fait un voyage à la Mecque avec plein d'or, il va distribuer ça aux gens. Donc ça témoigne de sa générosité. Il fait construire des bibliothèques, créer aussi les madrasas, sorte d'université. On a des centres commerciaux florissants, vous avez la ville de Tombouctou, véritable métropole avec des centres commerciaux, un échange économique, culturel, avec des marchés, mais aussi de puissance religieuse, avec plus de 180 écoles coraniques, des savants, des universités. Vraiment, il faut arrêter avec cette image que l'Afrique, ce n'est qu'un terrain vague. L'Afrique avait des savants, l'Afrique avait du savoir, de la culture, une intelligence universitaire, mais aussi manuelle. Là, on peut parler de quelque chose, souvent on vous dit les Africains eux-mêmes pratiquaient l'esclavage. C'est vrai qu'au temps de Mansa Moussa, il y avait des esclaves. Mais ça n'a rien à voir, il faut savoir que ces esclaves, une fois affranchis, très souvent obtenaient des grands postes dans le palais. Donc vous voyez, il y a quand même un espoir d'ascension phénoménale qu'il n'y avait absolument pas au niveau de l'esclavage systémique qu'on va étudier nous dans nos vidéos. Tous les auteurs, tous les historiens vous le diront, l'esclavage africain n'avait rien à voir avec l'esclavage colonial qu'on va étudier ici. Au XVe siècle, vous avez Alibert qui fonde l'empire Songhai. Au XIIe siècle, vous avez aussi les cités-États Haoussas qui se sont constitués autour des voies commerciales reliant le Niger à l'Égypte. Ils ont une économie très complexe avec une agriculture, un commerce judicieusement combiné avec des activités de type la manufacture, du tissage, de la cordonnerie, de la métallurgie. On assiste aussi au développement d'une certaine bourgeoisie commerçante, entreprenante, créatrice, source d'innovation. Vous avez le roi qui est élu par les notables et qui est responsable devant eux. Vous pouvez aller voir l'historien Kizerbo qui vous en parle. Vous avez aussi Kanem Bornou, le vaste empire. Il y avait un système de monarchie féodale, décentralisé. Vous avez aussi les royaumes de Yoruba au sud-ouest du Nigeria actuel. Vous avez aussi le royaume du Bénin avec le roi Évaré le Grand qui fut médecin. C'était un souverain absolu et qui était soumis à certains rites. D'ailleurs, le Bénin était reconnu pour son urbanisme dépassant les villes européennes de l'époque. Les voyageurs européens eux-mêmes étaient sidérés devant la propreté des villes du Bénin. En 1688, on a un voyageur français qui écrit « Ces nègres sont beaucoup plus civilisés que les autres de cette côte. Ce sont des gens qui ont de bonnes lois et une police bien réglée, qui vivent de bonne intelligence et qui font mille amitiés aux étrangers qui viennent pratiquer chez eux. » D'ailleurs, le Bénin est très célèbre pour ses œuvres. On demande d'ailleurs le retour des œuvres, la restitution, parce qu'ils font un travail de métaux, de bois, d'ivoire. Ils ont des corps de métier très spécialisés, très compétents. J'aime beaucoup cette idée aussi que finalement, l'intelligence, la compétence, le savoir, ce n'est pas que l'intellect universitaire, c'est aussi le savoir-faire manuel. Et ça, c'est vraiment beau. Vous avez le Congo aussi, un puissant royaume. Dès 1491, les Portugais viennent pour faire des échanges. Donc il faut bien prendre conscience qu'au début du XVIe siècle, quand la traite négrière va commencer, l'Afrique noire se trouve en fait dans un statut où il y a l'apparition de classes sociales et d'États. Dans certains endroits, certes, on vit encore de chasse et de pêche en clan. Le clan s'intègre à un ensemble plus large qui s'appelle donc la tribu, mais ils vivent en autarcie. Ils ont une unité économique avec un système de travail commun et une vie domestique commune avec un système de famille étendu. Et chaque tribu a son domaine inaliénable. Donc il faut vraiment bien comprendre que l'Afrique, c'est pas juste télévision, c'est un peu de tout. Il y a de la diversité, il y a des gens qui vivent en clan et en tribu, qui sont dans l'autarcie, qui sont heureux ainsi, qui ont leur organisation, leur terrain, leur domaine. Vous avez des villes qui vont se développer, il va y avoir de l'urbanisme, vous allez avoir des savants. C'est vrai que quand les États d'Afrique vont commencer à émerger, quand on va avoir l'émergence d'États, de sociétés qui vont s'organiser, il va y avoir aussi de l'esclavage qui va être pratiqué. Mais il faut bien comprendre la différence, c'est que souvent ce sont des anciens prisonniers de guerre, donc à l'instar de ce qui se passait dans l'Antiquité. Et s'il n'est pas destiné à la vente, il finit par être incorporé à la famille élargie. Dès la deuxième génération, il ne peut plus être vendu. Au bout de 4 générations, l'esclave se résorbe dans la famille. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée d'ascension sociale possible, d'intégration dans un corps social. Avec l'arrivée des Européens, il va y avoir un véritable changement. On va avoir des rivalités entre les différentes puissances européennes. Le Portugal, l'Hollande, avec la France et les Britanniques. Ils vont se disputer le leadership du commerce négrier. La traite négrière, le commerce du bois d'ébène, référence au noir, bois d'ébène. La traite négrière va véritablement créer une instabilité économique, sociale et politique en Afrique. Et ça va d'ailleurs alimenter chez les souverains un appétit dévorant pour l'argent. Et eux-mêmes vont rentrer dans cette exploitation. Et ils vont exploiter leurs sujets et les vendre pour pouvoir en échange recevoir ce qu'on appelle des coutumes, des cadeaux. Il va y avoir des rafles d'hommes, des razzias comme on les appelle, contre des marchandises, souvent des armes. Et avec ces armes, ces moyens nouveaux pour faire la guerre, ça va attiser aussi les rivalités entre souverains africains.
Et là, on assiste vraiment. L'Afrique devient une zone de chasse à l'homme, une zone où, entre guerre, rafle et profit. Beaucoup de peuples vont d'ailleurs se déplacer pour essayer d'échapper à tout ça. Certains peuples ont dû retourner à des conditions de vie primitives suite à cette situation. Le français, Prumeau de Pomme-Gorge, écrit en 1789. Ces peuples ont été, par notre criminelle avidité, transformés en bêtes féroces. Donc il faut bien comprendre le contexte. Les Européens sont arrivés avec leurs intentions, ce qui a créé vraiment un désordre économique, un désordre social. Certains, oui, souverains, ont profité de la situation pour leur profit personnel, mais on a tout un peuple qui est complètement détruit. Et une véritable régression économique, une discorde sociale et une anarchie politique, un certain traumatisme moral et culturel. De plus, rappelez-vous, quand les Européens viennent et arrivent, qu'est-ce qu'ils cherchent? Les hommes forts, sains. Et quand vous enlevez à une population ses meilleurs éléments, qu'est-ce qu'il reste alors? La démographie finit par chuter. Forcément. Donc l'Afrique a été vidée de son peuple. Il faut bien le comprendre. Les royaumes font place à des tyrannies éphémères. On a vraiment une instabilité politique. Alors il est vrai que certains États se sont enrichis avec la traite, mais ça reste un développement assez fragile. Il faut bien comprendre, avec tout le contexte social et économique derrière, ça ne peut pas durer et ça ne peut pas être vraiment une bonne chose. Donc la traite a véritablement bloqué l'essor de l'Afrique. Maintenant, quelques chiffres. Il faut savoir que pour calculer les victimes de la traite négrière, les victimes de l'esclavage, c'est très compliqué parce qu'on n'y était pas. D'accord? Donc on a plusieurs chiffres selon plusieurs historiens. Vous avez par exemple, Kokinski estime qu'il y a 15 millions d'Africains qui ont été déportés en Amérique. L'historien américain Curtin, lui, estime que c'est 9,5 millions. La plupart des historiens penchent plutôt du coup pour un ordre de 12 millions de déportés effectifs, d'Africains qui sont effectivement arrivés sur le sol américain. Là, on parle de traite négrière de façon générale, pas que pour la France, d'accord? Mais sauf que dans ce chiffre-là, on ne prend pas en compte les gens qui sont morts sur le navire, dans la traversée, on ne prend pas en compte les gens qui sont morts dans les razzias, lors de la capture. Donc, il faut bien comprendre que du coup, il faudrait élever ça. Et on estime du coup que le chiffre total de victimes, en comprenant ceux qui sont déportés en Amérique, mais aussi ceux qui sont morts dans les razzias ou dans les bateaux négriers, parce qu'ils sont quand même des victimes de la traite, même s'ils n'ont pas eu le temps d'arriver, eh bien on estimerait le chiffre entre 12 et 20 millions d'individus victimes. C'est énorme. Ah, vous avez vraiment l'Afrique qui a été vidée de sa population, soit parce que certains sont morts dans les razzias ou dans les navires, soit parce que d'autres ont été déportés en Amérique, dans ce qu'on appelait le Nouveau Monde. Je suis pas d'accord avec cette appellation du Nouveau Monde d'ailleurs, parce que c'est d'un point de vue de qui? Des Européens. C'est nouveau pour qui? Pour les Européens. Je n'aime pas parler de découverte. Qui a découvert quoi? Et les personnes qui habitaient là-bas. Enfin, faut arrêter un petit peu. Paradoxalement, vous savez, le 18e siècle, l'âge d'or, les lumières, les belles paroles, eh bien c'est là où finalement il y a eu le plus de déportés. Vous vous rendez compte le paradoxe? Alors, si on peut faire une petite hiérarchie, les pays qui ont le plus déporté d'Africains vers l'Amérique, vous avez l'Angleterre qui est champion avec 2 millions d'Africains, le Portugal qui a 1,8 million, lui il a importé plutôt vers le Brésil, mais aussi dans les colonies françaises. La France qui a 1,2 million, mais il faut prendre en compte qu'en parallèle, la France est la première consommatrice d'esclaves. Ça veut dire que certes, ce n'est pas elle qui venait chercher le plus les Africains pour les amener en Amérique, mais par contre, elle en achetait dans les autres îles, vous comprenez? Ça veut dire que dans les cargaisons, par exemple, les Portugais, elle en achetait. C'est elle qui a consommé le plus d'esclaves. Vous avez les États-Unis avec 194 000 déportés. Et sachant que les États-Unis, c'est assez particulier parce que du coup, eux, ils importaient des esclaves pour les ramener directement sur leur propre sol. Donc les États-Unis, c'est très spécifique. Hein. Là, à la différence des autres États où on emmenait les esclaves dans les colonies, les États-Unis, c'était dans le propre sol du pays. Les peuples victimes sont vraiment différents, de cultures différentes. Il y en a de religions différentes aussi. Vous avez des musulmans ou alors des animistes. Il faut savoir qu'on sait d'où partaient les navires négriers. On sait d'où ils partaient au niveau de l'Afrique avec les cargaisons. Mais comme les razzias, la capture avait lieu dans toute l'Afrique noire, c'est très difficile de savoir les origines des Antillais. Voilà. Donc tout ce que je veux vous dire avec cette vidéo, c'est de changer votre regard sur l'Afrique. Les Africains n'étaient pas comme ça, tout nus, marcher pieds nus, incapables de tout faire. Moi, pendant longtemps, je me disais, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que eux, les Européens, ils sont arrivés avec tout ça de savoir, tout ça de qualité, tout ça de... Pourquoi est-ce qu'ils étaient au-dessus de nous, en fait? Je ne comprenais pas, parce que pour moi, il y avait l'image
Les Européens sont avec des grands navires, des grands trucs sophistiqués. Les Africains étaient là en slip de feuilles, en train de jouer du tambour. Mais non, non, arrêtons de penser ça, s'il vous plaît. Arrêtons et revalorisons un petit peu l'Afrique et ce qu'elle était. Alors n'entrons pas dans des considérations où nous dirons sans l'esclavage, l'Afrique serait ça. Nous ne le savons absolument pas. Nous ne pouvons pas savoir ce qui serait passé. Voilà, ça ne sert à rien de fantasmer sur ce que l'Afrique n'a pas pu être, je trouve. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Afrique a été freinée. Et moi, je dis ça justement pour rendre hommage à tous les Africains, peut-être qui ont l'impression d'être dévalorisés au quotidien. C'est vrai qu'on voit encore l'Afrique aujourd'hui comme une terre dépourvue de richesse, comme une terre qui a constamment besoin d'aide. C'est faux, vous ne l'êtes pas et vous ne l'étiez pas non plus avant. Et je tiens vraiment à réhabiliter ça. Et mes frères entiers, l'erreur, c'est de croire que tous les Africains se sont vendus entre eux. Certains Africains, oui, ont cédé à ces pratiques, ont cédé à ces exactions. Souvent, c'était des personnes puissantes pour leurs intérêts. Mais ils ont vendu leurs frères. Ils savaient que ces gens-là allaient devenir esclaves. Mais est-ce qu'ils savaient à quel point? Parce que je me rappelle que l'esclavage africain n'avait absolument rien à voir. Alors peut-être que pour eux, l'esclavage qu'on allait leur imposer n'était pas aussi terrible. Je ne veux pas les dédouaner. Ces personnes-là ont fait du mal. Ces personnes-là ont brisé quelque chose. Il y a eu certains Africains qui ont vendu leurs semblables, oui, qui ont participé à ça, oui. Mais c'est certainement pas tous, et c'est pas une raison pour cracher pour l'Afrique et sur l'Afrique, et encore moins de dédouaner les véritables responsables, les Européens, c'est-à-dire ceux qui ont proposé ce projet-là, ceux qui ont justifié ce projet-là par des théories purement racistes, ceux qui ont matériellement exercé ce projet-là, et ce projet criminel, je précise, et ceux qui l'ont fait perdurer pendant des siècles. Et je tiens à dire aussi, s'il y a des personnes blanches qui regardent mes vidéos, je ne fais pas ces vidéos pour que vous vous sentiez coupable. Vous n'allez pas vous sentir coupable des faits exercés par vos ancêtres, d'accord? C'est pas le but. Personne, aucun noir ne veut que vous vous sentiez coupable. Ce qu'on veut, c'est que vous analysiez l'histoire, que vous la compreniez et que vous compreniez aussi les conséquences que ça peut avoir sur le présent. Mais on vous demande pas de vous torturer, on vous demande pas de lâcher des larmes, on vous demande pas de mal dormir la nuit. Vous n'avez pas, vous, matériellement exercé l'esclavage. Mais maintenant, quand on vous parle de privilèges blancs, par exemple, ça peut vous permettre de comprendre l'histoire. Pourquoi est-ce qu'un noir est différent d'un blanc? Eh bien, ça vient de là aussi. Donc, je vous demande vraiment de la bienveillance. Moi, vous savez très bien que je ne fais pas ces vidéos pour attiser de la haine. Malheureusement, je ne suis pas responsable des émotions que vous avez, mais je vous dis d'être, s'il vous plaît, dans la paix, d'accord? On n'est pas là pour être dans la rage. Ces vidéos n'ont pas but d'exacerber la rage, mais juste d'exacerber votre intelligence et votre capacité d'analyse. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo... Voilà, retour sur ce plateau.